Salut Alors tout de suite je me tourne vers mon invité unique, pour son blême hachement unique, mais hachement grave. Il s'agit de Bob Toison, dit Bobby, récemment élu à l'Académie française. C'est sûr Franck, Ouais. sûr. Avant de commencer à étudier la question de la liberté, j'aimerais faire un point avec vous sur ce que c'est que la conscience. L'étymologie du mot conscience vient du latin cum scientia, avec la science, ce qui accompagne le savoir. En fait, on pourrait dire que l'homme est un animal particulier parce que toutes ses activités sont accompagnées de savoir. Je ne suis pas simplement en train de parler, je sais que je parle. Je ne suis pas simplement en train d'être filmé, je sais que je suis filmé. Je ne suis pas simplement en train de connaître quelque chose, je sais que je connais, etc., etc. Toutes les activités de l'être humain sont redoublées par la connaissance qu'il a de cette activité. Ça, c'est vraiment la première acception du mot conscience. Mais en fait, elle se prend dans plusieurs sens assez différents. Le premier sens du mot conscience, c'est la conscience de soi. Et cette conscience-là, elle peut être à la fois spontanée ou bien réfléchie. La conscience spontanée, c'est juste la conscience de son existence, la conscience de ses activités, sans qu'on y réfléchisse plus que ça. Immédiatement, on sait que l'on est. Qu'on est inséré dans des circonstances et qu'on est en train d'agir là-dedans. Cette conscience très concrète, ce n'est pas quelque chose d'abord d'intellectuel. Souvent, c'est accompagné d'affections, de passions assez fortes. On se sent joyeux, on se sent triste. Une situation nous met mal à l'aise. Fait craindre quelque chose ou au contraire nous attire. C'est ça, cette conscience spontanée que nous avons face aux événements. Le deuxième sens du mot conscience de soi, c'est la conscience réfléchie, qui vient dans un second temps, qui est donc médiate, contraire d'immédiate. Et cette conscience réfléchie, elle est abstraite, assez universelle. C'est la conscience que nous partageons tous, de savoir que nous savons que nous pensons, que nous marchons, que nous mangeons, que nous rêvons, que nous aimons. Ça, nous savons que c'est une caractéristique humaine. D'ailleurs, on peut s'interroger, nous les êtres humains, sur est-ce que les animaux partagent ou pas telle caractéristiques. Ce qui n'est évidemment pas le cas des animaux, les singes ne se posent pas la question de savoir quelle est la conscience des êtres humains. Donc il y a là une conscience abstraite, qui est la conscience spécifiquement humaine, qui est la capacité à connaître ses activités. C'est là-dessus que Descartes est considéré comme un philosophe de la conscience. Il y a un paradoxe à dire de Descartes qu'il est un philosophe de la conscience, parce qu'il n'utilise qu'une seule fois ce mot dans toute son œuvre. Comment dire que Descartes est un philosophe de la conscience alors qu'il n'utilise pas ce mot ? Parce que sa philosophie commence en réalité par le sujet, par l'expérience qui est « je pense », je produis des idées. La seule chose qui est certaine pour Descartes, c'est le « je pense donc je suis », c'est le fait d'avoir ces idées. Après, que ces idées soient vraies ou qu'elles soient fausses, on n'en sait rien au départ. Qu'elles nous disent le monde extérieur ou qu'elles ne sont que des imaginations, on n'en sait rien. Tout le travail de sa philosophie sera donc d'être capable de partir du sujet, de ses représentations, de ses idées, pour essayer de leur en donner une valeur, pour savoir ce qu'elles nous disent de nous-mêmes et du monde extérieur. On comprend donc que pour Descartes, le point de départ, c'est ce que nous appelons la conscience. Il sait qu'il pense, il sait qu'il a des représentations, il s'agit de connaître, grâce à sa méthode, la valeur de ces représentations. Ainsi, même si Descartes n'utilise pas le mot conscience, il est le premier philosophe moderne parce qu'il inverse la perspective sujet-objet. Dans la philosophie, auparavant, on partait toujours des choses à connaître et on essayait de les décrire. Descartes inverse ce mouvement. En effet, il cherche à montrer au contraire qu'il faut partir du sujet et voir comment il se projette vers l'extérieur, comment le sujet va à la rencontre du monde. C'est une inversion de rapport entre le sujet et l'objet, on pourrait dire comparable à la révolution copernicienne. Pour Copernic, vous vous souvenez, il s'agissait de dire que ce n'était plus la Terre qui était au centre, mais le Soleil qui était au centre et que les planètes tournaient autour du Soleil. Eh bien, il y a ce même type de révolution chez Descartes. Alors qu'en philosophie, on pensait avant lui que c'était les objets qui étaient le centre et que les sujets les observaient,
Au contraire, lui, il dit que c'est le sujet qui est premier, c'est le sujet qui est le centre et qui rayonne vers les objets. Attention, on pourrait analyser ça un tout petit peu plus profondément et dire que c'est une révolution comparable à Copernic au sens où on change de centre, mais en même temps elle est inverse. Alors que sur le plan de l'astronomie, on pensait que la Terre était au centre alors qu'en réalité c'était le Soleil, Descartes fait l'inverse. Au départ, en philosophie, on pensait que c'était les objets extérieurs qui étaient au centre et nous qui étions à l'extérieur. Là, Descartes, au contraire, met l'homme au centre de la connaissance et du monde de la connaissance. Donc c'est tout d'un coup un anthropocentrisme, un subjectocentrisme, il faudrait dire, très très fort. Et ça, c'est le point de départ de la philosophie moderne. On ne pensera plus après Descartes comme on pensait avant lui. Après la conscience de soi, il y a un deuxième sens qui est vraiment la polarité de la conscience de soi, c'est la conscience du monde extérieur. Nous avons conscience qu'il existe en dehors de nous un monde qui s'impose à nous. Il faut distinguer conscience et connaissance. La connaissance est la connaissance qui est développée par exemple par un physicien, par un mathématicien, par un romancier peut-être. Mais rien ne nous dit que le monde proposé par les physiciens existe. Nous savons que ce monde existe justement parce que nous avons conscience de sa présence. La conscience de cette présence est d'ailleurs un énorme problème. Quelle est la valeur de la présence que nous ressentons du monde extérieur? Il n'empêche, c'est ça la conscience du monde qui répond à la conscience de soi. La conscience du monde, c'est la conscience qu'il y a quelque chose qui s'impose à nous et dont nous ne sommes pas les maîtres, que nous ne sommes pas capables de maîtriser, qui ne dépend pas de notre bon vouloir. Et toute la question sera de dire, quelle est la cause, quelle est l'origine de ce qui s'impose à nous et qui ne vient pas de nous? Quelle est la nature de cette réalité qui semble extérieure à nous? Ce sera toute l'interrogation à partir d'un philosophe comme Husserl, par exemple. Et on se retrouve tout de suite pour le tome 2 sur les problèmes que la conscience morale peut poser à la philosophie. Ok, quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un spécial Histoire ancienne. Voilà, bonsoir, salut. Salut, merci. Salut. Over sympa de ta part.